Salut tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Merci d'être là. Premièrement, là, avant de remercier aussi notre expert invité aujourd'hui, je veux vous dire un peu un petit mot sur Jeunes Explos, qui est un organisme très noble, très intéressant, là, qui offre des informations évidemment sur des choix de carrière, qui aide les jeunes à s'orienter dans des futurs emplois, puis également qui offre des stages d'un jour pour découvrir des domaines, soit qu'on connaît ou qu'on pense connaître, mais finalement, il y a tellement plus à ça. Moi, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio à Québec et Montréal et très heureux d'être animateur aussi pour les webinaires de Jeunes Explos et des capsules aussi qui vont paraître l'automne dernier. Cette semaine, c'est la semaine des technologies de l'information et de l'informatique, dis-je, et notre partenaire, c'est Mon Avenir TI. Alors, on remercie beaucoup Mon Avenir TI, vraiment, on remercie toujours nos partenaires et encore une fois, cette semaine, on est content d'avoir un partenaire d'envergure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte en dessous, bon, les commentaires du live Facebook. Moi, je fais le relais avec notre expert Carl aujourd'hui. Puis si jamais vous manquez le webinaire, si jamais vous manquez Je m'oriente en live, ben, c'est pas grave. On est là jusqu'à 13h15, mais après, c'est disponible un peu partout sur le web. Je l'ai mentionné brièvement, mais je vous le présente au complet. Carl-Alexandre Jaja, qui est chargé de projet en intelligence artificielle. Un gros merci d'être là, Carl, premièrement. Comment ça va? Ça va bien, merci à toi, Tom. Je suis vraiment content d'être là aussi aujourd'hui. On est content que tu sois là également, mais toi, pourquoi tu es content d'être là? Pourquoi encore c'était important pour toi de participer au webinaire Jeunes Explos aujourd'hui? Moi, je pense que, premièrement, j'ai la chance de travailler en intelligence artificielle, puis c'est un domaine probablement qui intéresse plusieurs jeunes parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est tout nouveau. Moi, quand j'étais à l'école, disons que c'était pas ça existait déjà l'intelligence artificielle, évidemment, mais c'était pas au niveau que c'est rendu aujourd'hui. Alors, c'est sûr que c'est super excitant. Puis, en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire en intelligence artificielle. On a besoin de plein de gens qui sont intéressés par ça, qui sont passionnés par ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une formation là-dedans parce que, le 10 ans, ça n'existait pas encore au niveau que ça existe aujourd'hui. Fait que c'est vraiment important qu'on dise aux gens qu'il y a des opportunités dans ce domaine-là, qu'on leur montre un peu c'est quoi. Puis si ça leur donne le goût, ben, je pense qu'on peut vraiment faire une différence. Déjà, on sait qu'au Québec, euh, on est un leader mondial à Montréal puis à Québec dans ce domaine-là. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe chez nous. Et plus encore, tu sais, on entend souvent le terme intelligence artificielle. On a à peu près tous et toutes une idée de base de c'est quoi, sans vraiment savoir concrètement ça fait quoi. Je veux savoir, Carl Alexandre, dans tes mots, c'est quoi l'intelligence artificielle exactement? C'est une très bonne question. Ça peut être vraiment varié. Ça peut toucher à des algorithmes qui sont quand même assez simples ou qui permettent de faire automatiquement des opérations. Mais avec l'avènement de ce qu'on appelle le deep learning, les réseaux de neurones profonds, il y a vraiment toutes sortes de tâches qui, il y a 5 ans, ou même 1 an dans certains cas, on pensait que c'était impossible de faire ça par un ordinateur ou par une machine, puis qu'aujourd'hui, c'est possible de leur faire faire. Fait que si vous avez vu un peu, par exemple, ce qui est sorti cette année avec ChatGPT, auquel on peut faire Oui, écrire des textes c'est quoi? complets, avoir des conversations. Et ça, c'est quand même incroyable, là, parce que tu le disais, chat GPT, c'est on peut poser une question, écris-moi un numéro d'humour, raconte-moi une histoire, puis c'est assez précis. À quel point, toi, ça te fascine de voir qu'on est rendu aussi loin dans l'intelligence artificielle? Moi, ça me fascine parce que je te dis que même moi qui travaille dans ce domaine-là depuis plusieurs années, si tu m'avais posé la question, il y a 1 an, est-ce qu'on aurait ChatGPT aujourd'hui, j'aurais dit non, non, on n'est pas rendu là encore. Fait que c'est impressionnant des fois les développements qui peuvent arriver, puis c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Alors, c'est dur de faire des prédictions sur ce qui aura lieu l'année prochaine ou ce qui sera disponible. On n'a vraiment pas le choix de se tenir au courant tout le temps parce qu'on peut travailler sur quelque chose avec une architecture qui existe aujourd'hui. Puis le temps qu'on la mette en production puis qu'on la rende disponible à nos clients, il y a déjà quelque chose de meilleur qui est sorti. Fait qu'il faut s'adapter très, très rapidement. Faut s'adapter. Et toi, tu es chargé de projet là, en intelligence artificielle. Dans tes mots, encore une fois, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi tes responsabilités, tes tâches? Ça ressemble à quoi une journée typique, une semaine typique dans ton emploi comme chargé de projet? Exactement. Ouais, c'est une très bonne question. Dans le fond, moi, j'ai pas toujours été chargé de projet. J'ai commencé comme scientifique de données. Un scientifique de données, c'est dans le fond, c'est
les scientifiques qui vont créer les modèles d'intelligence artificielle. Fait eux, ils vont regarder les données parce que, en gros, comment on va entraîner un modèle, c'est vraiment un entraînement, c'est-à-dire qu'on va lui montrer des exemples de ce qu'il doit faire avec la bonne réponse, puis on lui fait s'essayer, dans le fond, sur l'exemple. Puis s'il n'y a pas la bonne réponse, on va lui dire, ah non, c'était pas ça la bonne réponse, tu aurais dû faire ça. Puis dans le fond, petit à petit, euh, le modèle va s'améliorer et tendre à donner de plus en plus des bonnes réponses. Fait que ça, c'est le travail des scientifiques de données, c'est de regarder un problème que peut-être soit qui est difficile à résoudre pour un humain, puis on espère qu'un ordinateur va être meilleur pour le faire, ou qui est quand même facile à résoudre pour un humain, mais que les humains n'ont pas nécessairement beaucoup d'intérêt pour le faire. Fait que, mettons, on pense à détecter des objets sur des images, fait qu'on n'importe On quel met humain est ça entre capable les mains de... d'un robot qui peut faire ces tâches-là. Exact. Mais moi, écoute, on a tous vu des films un peu de science-fiction, Jour de l'indépendance ou ça, où les humains perdent un peu le contrôle. Moi, je veux soit que tu me rassures ou que tu me confirmes, mais je veux savoir, est-ce qu'éventuellement, et peut-être qu'il n'y a pas de prédiction exacte, là, mais selon toi, est-ce que ça pourrait arriver un jour, tu sais, à quel point ça peut arriver qu'un les humains, on perd un peu le contrôle de ça, puis que justement l'intelligence artificielle nous dépasse à un point où le contrôle est plus dans nos mains à nous. C'est une très bonne question. Je te dirais qu'on est loin de ça encore, là. Dans le fond, l'intelligence artificielle elle devient très bonne, dans certains cas, meilleure que les humains pour faire des tâches très précises, mais pas au point d'être capable de raisonner ou d'avoir comme une intelligence propre au sens que les films de science-fiction nous l'ont fait craindre. Fait qu'on est encore correct à ce niveau-là. On Par a contre, ça ne une- veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, là. Dans le fond, C'est c'est quoi des les dangers? technologies. Ben, par exemple, si on regarde ce que ChatGPT fait, c'est super impressionnant, mais il n'y a pas de garantie que ce que ça te dit est la vérité. Fait que dans le fond, si tu utilises ça pour faire, pour prendre des décisions qui sont importantes, mettons, tu te dis comment je devrais guérir mon frère du cancer, ben, je me fierai pas sur ce que ChatGPT va dire, là. Fait que Ouais. faut faire attention. Puis dans le fond, les compagnies de plus en plus essaient de faire des efforts au niveau éthique pour pas risquer là, que les technologies tombent de mauvaises mains. C'est sûr qu'on sait, là, il y a plein d'utilisations potentielles, mettons, pour faire du plagiat ou Ben oui. tricher dans des examens ou des choses comme Il y a ça. eu Fait qu'il faut... des histoires justement de jeunes qui faisaient leurs devoirs, leurs examens en se fiant à ChatGPT. Je sais qu'Éric Bruno, l'acteur québécois, était passé à Tout le monde en parle à Radio-Canada, puis ils ont fait poser une question à ChatGPT pourquoi tout le monde tripe sur Éric Bruno, puis ça a donné des informations complètement fausses sur sa vie de couple ou peu Mhm. importe, il est en couple avec quelqu'un, puis c'était pas du tout le cas. Alors, tu sais, il faut quand même, si je comprends bien ce que tu dis, avoir un humain qui gère ces robots-là, cette intelligence artificielle quand même, parce que on est quand même à la base de ça, même si nous-mêmes, on n'est pas une machine. Mais parlant de machine, toi, Carl-Alexandre, dans ton domaine, que ce soit chaque semaine ou au quotidien, ou que ce soit un peu avec parcimonie, tu te sers en général de quels outils dans le cadre de ton travail comme chargé de projet? Ben, c'est ça, dans le fond. Peut-être je peux parler un peu de ce qu'on fait chez nous, c'est là que tu m'amènes. Dans le fond, je travaille pour Bentley Systems, qui est une compagnie de logiciels en infrastructure. C'est-à-dire qu'ils font des logiciels pour toutes les phases d'un projet d'infrastructure, que ce soit la construction, l'architecture, le design ou même l'opération. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. On fait deux types de modèles surtout. Donc, on a des modèles visuel où est-ce qu'on va prendre des images, des photos surtout, puis on va essayer d'extraire de l'information. Fait que, je vais vous montrer des exemples tantôt. Mais par exemple, si on a un pont ou une route, puis on veut faire l'inspection de ça pour voir où est-ce qu'il y a des nids de poules ou des cracks, où est-ce que le pont est en danger de s'effondrer, bien, c'est sûr qu'on peut le faire visuellement, manuellement, on peut envoyer des gens là, on le fait, mettons, pour une voie ferrée, mais c'est tout le temps, il y a des trucs qui sont dangereux d'accès, difficiles d'accès, ou ça prend beaucoup de temps. Fait que ça, on peut le faire juste avec un drone de nos jours. Donc, quelqu'un qui va prendre un drone, va prendre des photos de la route ou du pont, puis ensuite, on peut traiter les images directement avec l'intelligence artificielle, puis voir où est-ce qu'il y a des défauts sur ces images-là, puis est-ce que ça vaut la peine de faire des réparations ou d'envoyer quelqu'un sur place. Fait que ça, c'est un des trucs qu'on fait. On a aussi beaucoup de projets où est-ce qu'on va regarder des plans ou des dessins techniques, puis on va essayer d'extraire l'information. Parce que
aujourd'hui, les ordinateurs sont partout, mais il y a plein d'infrastructures qui ont été construites dans les années 50, 60, 70 qui sont encore en opération. Fait que si on pense, mettons, à une centrale euh, hydroélectrique ou une centrale thermique ou à la plateforme pétrolière, mais souvent ces installations-là ont 50, 60 ans. Donc, quand ils ont été construites, il n'y avait pas encore d'ordinateur nécessairement. Fait que les Mhm. plans de ces installations-là sont juste en format papier. Puis l'information n'est pas nécessairement disponible euh, d'un point de vue informatique. Fait que c'est difficile d'y accéder. Fait que nous, on a construit des solutions qui permettent de prendre des vieux plans comme ça, extraire l'information puis la rendre disponible euh, de façon numérique. Fait que ça, c'est un gros Comme tu plus. dis, il faut s'adapter justement parce que la technologie évolue tellement, les humains n'ont pas le choix non plus de suivre un peu la parade et la cadence aussi en s'adaptant. Mais toi, pour en arriver là, Alexandre, comme chargé de projet en intelligence artificielle, tu as dit quand même que tu as occupé un autre emploi avant, mais niveau études, niveau formation, ton parcours ressemble à quoi? Très bonne question. Moi, j'ai commencé vraiment dans le domaine technique. Fait que j'ai fait un bac en génie physique, une maîtrise puis un doctorat en physique. Puis j'ai travaillé comme technicien, dans le fond, comme personne, comme scientifique pendant plusieurs années. Puis après un moment dans la carrière d'un scientifique, ça arrive souvent un moment où tu vas être appelé à faire plus de la gestion de projet. Autrement dit, euh, tu as tellement de choses à faire que tu peux pas toutes les faire, puis il va y avoir des nouveaux scientifiques plus juniors qui rentrent dans l'entreprise, puis tu vas leur dire, ben, cette partie-là, tu pourrais peut-être la faire parce que c'est plus facile pour toi, puis je sais comment, ce que ça devrait donner, etc. Fait que c'est un peu comme ça, je pense qu'on transitionne de faire carrément la science à gérer les projets un peu. Puis l'idée, c'est juste d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, pas nécessairement d'être le meilleur pour écrire le code ou pour réaliser la solution, mais d'être capable de voir où est-ce qu'il y a de la valeur à appliquer tes connaissances. Puis chez Bentley, par exemple, ils ont au-dessus de 300 logiciels différents. Fait que c'est sûr que nous, on est une petite équipe de une quinzaine de scientifiques de données, fait qu'on ne travaille pas sur 300 logiciels. Mais ce qu'on doit faire, c'est de regarder où est-ce qu'il y a des opportunités pour utiliser l'intelligence artificielle puis améliorer les produits ou faciliter la vie des clients. Puis pour Tu faire as ça, ben, on mentionné doit que se vous êtes tenir. une équipe quand même une quinzaine. Tu sais, Ouais. j'imagine que vous êtes quand même une bonne équipe, mais c'est sûr, comparé à d'autres entreprises, tu sais, vous devez être encore plus efficace parce que vous êtes moins quand même. Mais à quel point le travail d'équipe en intelligence artificielle, toi, en l'occurrence, dans ton emploi, à quel point le travail d'équipe prend une place importante? Là, c'est primordial, c'est vraiment extrêmement important. On peut pas tout faire tout seul, donc on doit travailler en équipe. Je pense que c'est le cas en informatique, c'est le cas partout, là. Les gens vont travailler en équipe, c'est souvent des petites équipes. On dit des two pizza teams. Fait que c'est des équipes qu'on peut nourrir avec deux pizzas. Fait que souvent, c'est des équipes de quatre, cinq, ça dépend si c'est des gros mangeurs. Ça peut Des être moins, labs, ça peut ouais, être c'est ça. plus. Exactement. Fait que c'est des équipes comme ça où chacun va avoir son rôle. Il y a le chargé de projet qui va s'assurer qu'on travaille sur le bon projet, qu'on fait la bonne chose, que ça va vraiment servir à un client. Il y a les gens plus techniques. Les scientifiques de données vont entraîner les modèles. On a des ingénieurs en machine learning qui, eux, vont déployer les modèles parce qu'il faut les rendre, il faut les mettre en production. Nous, on déploie beaucoup dans le cloud, dans l'info nuagique. Fait qu'il faut prendre les modèles qui roulent sur ton ordinateur puis les rendre sur Internet pour que n'importe qui puisse les appeler de partout dans le monde. Puis s'il y a 1 million de personnes qui appellent ton modèle en même temps, ben, il faut que tu sois capable de servir à la demande. Fait que ça, c'est une grosse partie d'architecture qui doit être faite. Fait que tous les gens doivent travailler ensemble. Il y a l'aspect sécurité qui est super important aussi. Il y a l'aspect aussi design, parce qu'on a des développeurs en UX qu'on appelle User Experience. Fait que dans le fond, comment visuellement on va montrer le produit pour que le client soit capable de l'utiliser, puis ils comprennent naturellement qu'est-ce qu'il est supposé faire, puis comment ça se crée, comment il fait appel au modèle, comment il voit les résultats aussi que le modèle renvoie. Et d'ailleurs, s'il y a peut-être des jeunes qui veulent un peu justement voir les résultats, mais un peu en apprendre plus, voir ça ressemble à quoi aussi, n'hésitez pas à poser vos questions pour Carl-Alexandre, je lui fais le relais. Puis comme j'ai dit un peu plus tôt là, dans le webinaire, ça va être disponible également en ligne, c'est pas perdu si jamais vous êtes là, vous avez des questions après 13h15, c'est vraiment, on est déjà à mi-chemin, donc ça passe très vite, signe que c'est très, très intéressant. Carl-Alexandre, je veux savoir, je pense que quand on se sent bien dans un emploi ou un domaine comme l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la radio, la télé, il y a toujours un moment ou des moments où on se dit, ah, je sais que je suis à ma place.
Toi, que ce soit dans tes études, ta formation, que ce soit dans le cadre de ton emploi aussi, d'un stage, peu importe, est-ce que tu te rappelles d'un moment, c'est quoi le moment où tu t'es dit, OK, je veux travailler en intelligence artificielle? Ben, tu vois, moi, j'ai vraiment travaillé, j'ai fait mes études en optique plus, fait que je travaillais sur les lasers, c'est ça que j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat dessus. J'aimais vraiment ça. J'ai travaillé 5 ans là-dedans, puis à un moment donné, il est venu un moment où j'avais l'impression que je recommençais à faire ce que j'avais déjà fait. Tu sais, on faisait un nouveau produit qui utilisait un nouveau laser un peu plus performant, etc. Mais je me disais, ah, j'ai déjà fait ça. Puis j'ai toujours aimé l'école, puis ce que j'aimais le plus, c'était apprendre des nouvelles choses. Puis quand j'ai eu la chance de changer de domaine, j'étais content parce que je savais que j'allais apprendre des nouvelles affaires, puis c'est ça qui me passionne le plus. Puis en intelligence artificielle, comme je dis, ça évolue tellement vite que tu vas jamais arrêter d'apprendre. Fait que quand tu vois ça, puis à chaque semaine, il y a des nouveaux articles, des nouvelles vidéos qui sortent, ou tu vois des trucs que tu dis, hey, je pensais pas que c'était possible. C'est tellement excitant. Puis je pense que je vais jamais arrêter d'apprendre tant que je vais rester dans ce domaine-là. Donc, ça va remplir ce besoin que j'ai de toujours avoir de la nouveauté, puis de jamais tomber dans une routine. Donc, il y a une certaine structure, mais il n'y a pas de routine, justement, comme tu dis, ça change. Puis, la façon que tu en parles, on sent que tu aimes ça aussi. Puis, d'apprendre tous les jours, j'imagine que c'est quelque chose d'assez valorisant. Mais selon toi, en fait, qu'est-ce que tu trouves d'autre qui est valorisant dans ton emploi? Tu sais, quand tu te couches le soir, ça te donne hâte au lendemain même, puis tu te dis, hey, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Au-delà de la paye, de l'emploi, de la stabilité, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton domaine et ton métier aussi? Ben, je pense en science, c'est souvent de résoudre des problèmes qui est trillant. Puis avec l'intelligence artificielle, on a la chance de pouvoir résoudre des problèmes auxquels les gens font face depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, en disant, ben là, il n'y a juste aucune solution à ça. Puis tu peux leur dire, ben, finalement, il y a quelque chose qui se peut, puis ça vient toujours de sortir, puis regarde, on va l'appliquer sur ça, puis ça va fonctionner, vous allez pas. Puis il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, ça a l'air magique ce que vous faites. Puis c'est le fun d'être un peu comme le magicien qui connaît c'est quoi le truc en arrière, puis de dire, non, non, ça a l'air magique, mais je le sais pourquoi ça fonctionne. Puis je sais que ça va marcher sur ce problème-là aussi, puis je sais que ça va pas marcher dans cet autre cas-là. Ça vaut même pas la peine de l'essayer. La technologie n'est pas rendue là, puis elle va pas marcher pour telle ou telle raison. Fait que d'être capable de dire ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool, là. Ça peut aider à simplifier la vie des gens, si je comprends bien. Absolument. Absolument. Et parlant des gens, je veux savoir, que ce soit dans ton domaine, peut-être qu'il n'y a pas de statistiques, mais peut-être justement dans ton emploi, ton centre à toi, euh, tu dirais que selon toi, la vie de nez en intelligence artificielle, le niveau de parité ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes? Selon toi, ce que tu vois autour de toi ressemble à quoi? C'est sûr que nous, dans l'équipe, mettons, on est beaucoup d'hommes, peu de femmes, mais je pense que c'est en train de changer. C'est un domaine euh, qui est en évolution. Ça dépend aussi des endroits dans le monde. Nous, on est une compagnie internationale, mais en Asie, par exemple, il y a vraiment beaucoup de femmes dans les équipes. Fait que ça, on voit que ça peut être culturel un peu. Je pense pas qu'il y a de barrière du tout aux femmes à faire leur place. Surtout que c'est un domaine où est-ce que il y a peut-être moins de discrimination parce que c'est facile d'évaluer objectivement ton travail. Tu sais, si ton code fonctionne puis qu'il donne des résultats, il fonctionne. Fait que c'est peut-être moins dur de défendre ses opinions quand il y a de la discrimination ou autrement. Dans le cas d'être chargé de projet, ben ça, c'est quasiment paritaire. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont chargées de projet. Fait que c'est un poste tu sais, qui demande d'avoir beaucoup d'habiletés de communication puis d'entre-gens avec les gens, de faire travailler ton équipe ensemble, de créer un esprit d'équipe. Ça, je pense que c'est des compétences que tout le monde peut avoir, mais que les femmes aiment souvent faire aussi, sans généraliser, disons. Et peu importe homme ou femme, ça veut dire quand même qu'il y a une belle parité, mais peu importe Ouais. le sexe, si on veut aller, par exemple, dans ce domaine-là, on étudie en sciences, peu importe, là, moi je dis toujours que tous les chemins mènent à Rome, au final, c'est ce qu'on Mhm. veut faire. Dirais-tu qu'il y a un bon taux de placement si on veut travailler, étudier en intelligence artificielle? Est-ce Ah, qu'après, c'est facile pour un emploi? c'est impossible de ne pas se trouver d'emploi, je Oui, pense. Là, si carrément. non, ouais, il manque énormément de gens là, dans ce domaine-là. Comme je disais, il y a beaucoup des outils qui sont très récents, là, fait que ça a été vraiment une explosion. Je pense pas que ça soit comme une bulle qui va s'essouffler. Au contraire, ça va continuer d'être en grande demande. Fait que c'est sûr que c'est un domaine d'avenir, là. Il y a pas de doute. Les salaires sont très bons aussi en ce moment parce que ben il manque de gens. Fait que
je reçois des offres à toutes les semaines pour avoir un autre emploi. Fait que si je voulais changer, je changerais, mais je suis vraiment heureux où est-ce que je suis. Surtout à cause de l'équipe que j'ai, c'est vraiment une belle équipe. J'adore mes collègues. Le Two Pizza Team, comme tu disais, mais ça veut dire que justement le travail d'équipe est présent aussi. Puis des fois, on a ces préjugés-là de, bon, la science, l'intelligence artificielle, peu importe, on est dans un laboratoire seul, c'est sombre, on a un sarrau. Tu sais, on a des fois des préjugés comme ça. C'est quoi les autres mythes ou les idées préconçues qu'on a vis-à-vis peut-être, oui, l'intelligence artificielle, mais ton métier en tant que tel, qu'est-ce que tu entends Mhm. souvent? Qu'est-ce que tu dois déconstruire vis-à-vis de ton métier quand les gens t'en parlent? Je pense qu'il y a deux choses qui me viennent en tête rapidement. Premièrement, c'est peut-être la créativité. Je pense il y a beaucoup de gens qui pensent que l'informatique, c'est très structuré. Tu as tel truc à faire, tu le fais, point final. Puis si quelqu'un d'autre faisait le même travail que toi, il arriverait avec exactement la même solution. Mais c'est vraiment pas comme ça. En intelligence artificielle, en tout cas, c'est vraiment pas comme ça. Il y a beaucoup ça prend beaucoup de créativité. Il faut être capable de comprendre le problème, d'avoir des idées, de résoudre le problème d'une manière qui est pas nécessairement évidente. Puis plusieurs personnes peuvent s'essayer à résoudre le même problème, puis ils vont arriver avec des solutions très différentes, des fois meilleures, des fois moins bonnes. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'est important de travailler en équipe, parce que ça nous permet d'avoir plusieurs façons différentes d'aborder un même truc. Je pense que l'autre préjugé que souvent, tu me l'as demandé tantôt, c'est est-ce que les robots vont nous tuer un jour? Euh, mais ça, je pense que quand on connaît un peu mieux le domaine, euh, c'est, euh, ça nous fait un peu moins peur. On a peur de d'autres choses. Je pense que c'est plus, on a peur que de faire un modèle qui va être biaisé puis qui va être discriminé envers une certaine population ou quelque chose comme ça, ou de faire des modèles qui peuvent être utilisés de façon néfaste, là. Mais si on protège comme il faut nos affaires, on est correct. Ah, correct. Donc, justement, ces films-là, un peu, l'espèce de mythe, justement, ou d'idées qui, justement, ça fait des bons scénarios hollywoodiens, mais au final, c'est pas la réalité, et tant mieux que ce soit pas la réalité. On a parlé de travail d'équipe, donc j'imagine de travailler en équipe, le côté social. Bon, évidemment, ce sont des qualités que je pense qu'un jeune doit avoir pour travailler en Mhm. intelligence artificielle ou une jeune encore. Toi, tu dirais, c'est quoi les autres qualités qu'il faut détenir, pas nécessairement avoir déjà l'acquise, mais des qualités à tenter de développer pour être efficace, pour être heureuse dans le domaine de l'intelligence artificielle? Ce serait quoi les qualités? Je pense que la plus importante, c'est la curiosité, parce que, comme je dis, ça va évoluer très rapidement. Fait que c'est sûr que si tu veux te trouver un métier où tu as appris tes trucs à l'école, là, tu n'as plus rien à apprendre, tu sais comment les affaires marchent, puis ça va être la même chose jusqu'à ta retraite. C'est pas le bon domaine, là. On est dans un endroit où on sait que dans 5 ans, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, il va falloir le mettre à poubelle parce qu'il va y avoir quelque chose de meilleur pour le faire. Fait qu'il faut être prêt, faut être curieux, faut essayer de voir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient, puis s'enligner sur les bonnes manières de procéder. Puis il faut avoir le goût d'apprendre à tous les jours des nouvelles affaires, de se remettre en question, puis de changer ce qui fonctionne pas. Justement, tu parles de prévoir que les choses vont changer. Toi, c'est vraiment plus une question d'opinion qu'une question de statistique ou de fait. De quel œil tu vois l'avenir de l'intelligence artificielle? Parce que là, on est rendu à chat GPT. Ça avance tellement rapidement. Comme j'ai dit tantôt, vous suivez la cadence, la parade. De quel œil tu vois les prochaines années dans le domaine de l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. De point de vue technique, je pense qu'on va comme atteindre un sommet un peu. Par exemple, le ChatGPT, on a vu sa sortie en octobre-novembre. Ils viennent de sortir le GPT-4 la semaine dernière, qui est comme la nouvelle itération de ça. Puis à un moment donné, ces modèles-là apprennent essentiellement en lisant l'Internet au grand complet. Puis on arrive pas mal à la limite de toute l'information qui est disponible sur Internet, là. Fait qu'à un moment donné, ça va être difficile d'itérer encore une fois, puis d'avoir un GPT-5, GPT-6, parce qu'il y a juste, le modèle a comme lu toute l'information qui existe depuis que l'humain est créé. Fait qu'il va falloir une deuxième phase où est-ce qu'on va être comme plus intelligent dans la façon euh, pour l'intelligence artificielle d'utiliser l'information qui est disponible. Puis ça se peut que ça prenne un peu de temps. Fait que d'après moi, on va comme faire encore des progrès pendant un an et demi, puis après ça, ça se peut que ça stagne un peu, au moins pour les modèles qui utilisent le langage. Par contre, si on regarde dans d'autres domaines, la voie, les voitures qui conduisent, conduite autonome des voitures, ça, c'est d'autres domaines où ça va continuer de faire des progrès. J'ai pas d'inquiétude.
Parce que, oui, il y avait un système, je me rappelle, où, par exemple, tel artiste avait imité la voix d'Eminem avec l'intelligence artificielle. Tu sais, on peut vraiment recréer Ouais. complètement des Aziz là, à 100%, de recréer, de mettre des visages sur les corps de certaines personnes. C'est assez intense aussi. Puis justement, ça cause des. Tu sais, tu parlais aussi d'éviter des problèmes, ce qui est un peu néfaste aussi. Là, on voit que c'est un côté qui est exploité aussi. De quelle façon, selon toi, encore une fois, mais l'intelligence artificielle ou tous ces artisans peuvent essayer de renverser la vapeur aussi? Est-ce que c'est en créant quelque chose d'autre qui vient contrer ça? Est-ce que c'est en faisant carrément marche arrière? De quelle façon on peut contrer ces effets un peu toxiques aussi, comme tu l'as mentionné plus tôt? Ben, c'est vraiment comme un combat entre le bien et le mal, on pourrait dire, là. Donc, autrement dit, plus les techniques se raffinent pour créer, mettons, des deepfakes ou des fausses images, fausses vidéos, plus il y a de l'autre côté des gens qui font de la recherche pour euh, faire des modèles qui détectent ces fausses images-là. Fait que c'est vraiment, il y en a un qui prend l'avance, puis là, tout à coup, on est capable de faire des fausses images d'une meilleure façon qui sont plus détectées. Puis les chercheurs qui travaillent sur la détection de ces fausses images-là, ben, eux aussi vont faire des progrès puis vont réussir à nouveau à détecter ce que les faussaires sont en train de faire. Fait que ça, c'est un peu excitant parce que ben, moi, j'aime ça, un peu ce genre de compétition-là dans ton travail. C'est intéressant. C'est comme les médecins qui travaillent à découvrir des vaccins, ben, ils savent que les maladies vont muter, puis il faut juste Ça veut dire qu'ils ont du travail jusqu'à la fin de leur carrière parce Oui, que ils il y a sont pas sur le toujours chômage. des nouvelles trucs, des nouveaux trucs. Ouais. Mais comme en intelligence artificielle aussi, ça bouge tout le temps. Puis toi, tu as même dit, tu reçois constamment des offres d'emploi. Tu pourrais changer comme ça, mais tu es très heureux où tu es en ce moment. C'est vrai, Carl-Alexandre, toi qui es un expert dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est chargé de projet, c'est quoi tes conseils pour un jeune ou une jeune qui veut soit faire carrière dans ce domaine-ci, qui veut faire un emploi similaire au tien, ou juste qui est curieux d'en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, ton domaine en l'occurrence? Ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes-là? Ben, je pense qu'il y a plusieurs façons de commencer par soi-même. Il y a vraiment beaucoup de documentation qui est disponible sur YouTube ou sur Internet en général. Euh, Par exemple, si ça vous intéresse de voir, ben, puis aussi des trucs qu'on peut essayer nous-mêmes. Fait que ChatGPT, par exemple, ben, c'est accessible en ligne directement. Vous pouvez aller l'essayer, vous pouvez voir qu'est-ce que c'est capable de faire. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. Vous pouvez lire des articles, vous pouvez voir sur YouTube qu'est-ce que les gens font avec ça. Il y a des blogs. C'est vraiment possible de le faire par soi-même. Si vous voulez développer vos capacités vraiment au niveau programmation, il y a plusieurs sites, comme un des gros sites qui s'appelle Kaggle, où il y a des défis, dans le fond, c'est des problèmes qui sont posés, puis il faut que tu essaies de le résoudre avec du code qui nécessite de l'intelligence artificielle. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des défis actifs. Fait que là, tu peux essayer de faire du code, puis si tu as les meilleures performances, tu vas gagner de l'argent, mais il y a aussi des défis passés où, là, une fois que le défi est complété, tu peux voir le code que tous les gens qui ont soumis leur solution ont, ont utilisé. Fait que tu peux voir c'était quoi la réponse un peu à ce code-là, puis il y a plein de gens qui vont l'avoir essayé, puis tu vas voir qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Fait qu'au début, ça peut faire peur un peu, mais le fait que tu as accès comme au solutionnaire, puis à voir c'est quoi les meilleures choses que les gens ont faites, puis tu peux le réimplémenter toi-même, c'est super intéressant. Fait que je pense en général, si tu veux postuler sur une offre d'intelligence artificielle, la plupart des gens vont avoir leur GitHub où ils vont avoir un peu le code qu'eux ont déjà fait. Puis c'est quelque chose qu'on peut commencer à bâtir même avant d'être à l'université, je dirais, parce que c'est quand même accessible. Puis les outils évoluent, puis ça devient de plus en plus facile de le faire. Fait que si vous avez un peu de compétences en programmation, ça peut être intéressant de regarder ça déjà. Sinon, je pense juste de consulter des vidéos YouTube, des 2 minutes paper ou des choses comme ça vont vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui existe en ce moment, c'est quoi les trucs super intéressants qui se font, là. Mettre le plus de cordes à son arc, finalement. Puis d'ailleurs, il y a plein d'informations aussi sur le site web, les réseaux sociaux de Jeunes Explos, sur tous ces domaines-là, l'intelligence artificielle, possiblement des stages d'un jour dans les domaines de choix également. J'imagine, Carl-Alexandre, on peut trouver des informations peut-être sur le site web de ton entreprise ou les réseaux sociaux. Ouais. J'imagine qu'on peut en apprendre plus aussi. Je sais que chez Bentley, on a déjà accueilli des stagiaires d'un jour. Je me rappelle avoir passé du temps avec eux autres. Fait que je ne sais pas exactement par où ils sont passés. Je pense que c'est par mon avenir de TI, mais effectivement, si vous contactez Bentley System, on a un bureau à Québec, puis ça va nous faire plaisir de vous faire passer une journée avec nous.
Ça fait plaisir aussi de t'avoir accueilli, Carl-Alexandre Jaja. Merci beaucoup, chargé de projet en intelligence artificielle. Un gros merci vraiment pour ton temps. Il y a peu de questions aujourd'hui, mais je pense que c'est la preuve que tu étais clair et concis et probablement que tu as répondu en avance à toutes les questions des jeunes qui nous regardaient. Fait que, un gros merci, puis je te souhaite une belle journée. Merci Thomas.